Ok, je pense que c'est bon, on est en live. Bonjour à tous et à toutes. Comme toujours, je vous invite à vous manifester dans le chat, nous faire un petit coucou, nous dire si tout fonctionne, vous nous voyez bien, vous m'entendez bien. Je vois des premiers noms s'afficher. Bonjour Elisabeth, bonjour Myriam, Sophie. Bon ben voilà, je vois des noms s'afficher, c'est que ça fonctionne, on est bien. Bienvenue à tous et à toutes, on est trop ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire avec un format un peu différent de d'habitude, puisqu'on va être sur un format un peu plus conversationnel, et évidemment on va vous intégrer à la conversation, on compte sur vous pour être hyper réactif, pour rebondir sur ce qui peut se dire pendant ce webinaire. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, maximum 1 heure ensemble, et comme à chaque fois, c'est votre webinaire, donc profitez-en, faites-en votre moment, posez vos questions, et moi je me ferai votre relais. Et sans plus attendre, je vais proposer à nos invités de se présenter en 2-3 mots pour qu'on puisse ensuite comprendre pourquoi on est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à se dire, parce qu'il y a plein de choses à se dire quand même, et on va essayer d'être hyper efficace. Alors, je donne la parole. Alors moi, sur mon écran, je vois en premier s'afficher Benjamin. Pour une fois, ça sera pas honneur aux dames, ça sera Benjamin, voilà. Bonjour Benjamin. Bonjour Anaïs, salut tout le monde. En tout cas, je suis très ravi, c'est une première pour moi. Donc, moi, je suis Benjamin, je suis responsable tech, responsable recrutement tech chez les écoles parisiens. Donc, j'évolue donc dans l'univers tech. Ça fait un petit moment. Notamment, j'ai une bonne expérience aussi chez Le Bon Coin. Et du coup, là, aujourd'hui, chez les écoles parisiens, je recrute uniquement des techs. Donc, quand je dis des techs, c'est vraiment des développeurs, des QA, des développeurs front, back, mobile. Donc, c'est vraiment assez large. Et du coup, moi, je vais apporter en fait cette expertise-là, mais du côté interne. Et c'est vraiment intéressant, voilà, de pouvoir partager tout cela. Et on adore suivre Benjamin sur LinkedIn parce que Benjamin, il partage le vrai quotidien des recruteurs. Sans langue de bois, avec beaucoup de nuances, on adore. On est content de t'avoir. Merci Benjamin. Ensuite, j'ai Nathalie qui est là. C'est moi. Bonjour Nathalie. Bonjour, donc bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, moi je m'appelle Nathalie Figuière. Je suis anglaise d'origine, mais ça fait une bonne quinzaine d'années que je vis dans le sud de la France. Je suis Senior Content Marketing Manager et spécialiste des problématiques de recrutement. Ça fait beaucoup de mots, je conçois, pour dire que je travaille entre le marketing et les ressources humaines. Je fais beaucoup de recherche, de veille et de partage. C'est presque journalistique finalement. Mais je confronte également tout ça à l'opérationnel en interviewant des spécialistes, en collaborant avec l'équipe People en interne et en tant que représentante du personnel également. Donc, je travaille chez CoderPad, anciennement Coding Game, depuis 6 ans maintenant. Est-ce que je parle un petit peu là tout de suite de ce que fait CoderPad ou on y reviendra? On y reviendra si ça te va. Pas de souci, parfait. Trop bien. Et en plus, Nathalie, elle a plein de data à nous partager, parce que chez CoderPad, il faut quand même des rapports assez réguliers. Donc, on sera ravis d'avoir tous tes partages. Ça sera une mine d'informations. Et ensuite, on a Hélène avec nous, Hélène Lee. Bonjour Salut Hélène. Tout le monde, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aussi. Moi je m'appelle Hélène. Que dire, j'ai été recruteuse tech pendant 9 ans. J'ai travaillé en cabinet, j'ai beaucoup travaillé en ESN. Et ça fait un peu plus de 4 ans, janvier 2020, que j'ai créé mon organisme de formation pour accompagner des recruteurs et des recruteuses dans l'IT. Donc c'est vraiment ma spécialité. Et globalement, qu'est-ce que je fais ? Je les forme sur l'acculturation, les aider à construire un vernis tech, à mieux comprendre le vocabulaire, les métiers, l'écosystème tech pour se sentir plus crédible, légitime avec les candidats et puis avec les clients et la hiring manager. Et je les aide aussi à, on va dire, adapter leurs pratiques. Souvent, j'ai des recruteurs qui sont déjà des recruteurs confirmés dans d'autres domaines, qui arrivent dans la tech et qui se rendent compte que il y a peut-être des choses qui marchent pas très très bien avec les candidats dans l'IT au niveau des approches, au niveau du sourcing, au niveau de l'évaluation aussi. Donc voilà, on travaille tout ça en formation et honnêtement, j'adore ce que je fais. C'est un super job et je rencontre plein de gens et c'est hyper intéressant. Voilà. Bonjour à tous mes clients, à tous les gens que je vois. Je vous aime. Petit moment dédicace. Est-ce qu'ils sont là ? Ah oui, on a Elodie qui fait des cœurs. Oui, Elodie. On est trop content de voir Elodie. C'est marrant parce que moi je vois des noms s'afficher, il y a des noms que je connais et sûrement vous aussi, donc c'est assez marrant. Ah, il y a Aurélien aussi. Voilà. Et on part sur des déclarations d'amour.
Ce webinaire, il commence bien. Trop bien. Bon, ben peut-être pour recentrer un petit peu, expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. On a envie de parler d'un sujet, c'est l'initiative de Nathalie et de l'équipe de CoderPad, de parler du sujet de l'EVP aujourd'hui, et notamment ce que veulent les devs. Alors, c'est très précis aujourd'hui, on est sur un sujet vraiment niché. Ça change un peu des thématiques qu'on a habituellement sur Culture RH, mais c'était chouette de pouvoir aborder un sujet qui est finalement pas souvent abordé sur comment une entreprise peut se différencier pour attirer les publics devs, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est assez complexe. Et d'ailleurs, je vous pose une question comme ça avant de se lancer dans le vif du sujet, à vous, à l'audience qui est là, qui écoute attentivement. Petite question comme ça, selon vous, est-ce que les candidats dans la tech sont des candidats comme les autres, ou est-ce qu'ils ont des attentes différentes? Voilà, est-ce que finalement tous les candidats sont logés à la même enseigne ou pas? Voilà, je lance un peu la question. On va lire vos réactions au fur et à mesure. Mais en attendant, déjà, est-ce que Nathalie, tu veux peut-être nous faire un petit topo sur pourquoi ce sujet, puisque c'est votre initiative de base? Oui, alors je vais peut-être en profiter pour dire rapidement ce qu'est CoderPad. Allez, vas-y, comme ça on éclaircit ça. Oui, donc on est une solution de recrutement tech qui vous permet d'envoyer des tests techniques, donc pertinents et engageants, et de mener des entretiens de code dans un environnement de développement qui soit performant, réaliste et collaboratif. Donc, je disais qu'on est anciennement Coding Game parce qu'on a également la plateforme Coding Game qui est assez connue chez les développeurs. Et du coup, c'est une plateforme complètement gratuite où les développeurs peuvent s'entraîner, jouer. Et cette communauté, cette plateforme, elle vit toujours en parallèle et à travers notre communauté de plus de 3 millions de développeurs aujourd'hui. Donc, voilà, pour vous dire un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Et pourquoi on a voulu parler de ce sujet aujourd'hui? Parce qu'on a voulu apporter un petit peu ce qu'on pouvait à cette discussion pour parler de justement ce que veulent des développeurs. Est-ce que ce sont des candidats comme les autres ou pas? Je trouve que c'est une question très intéressante et j'ai hâte de voir les réponses. Et puis plus globalement, qu'est-ce que le EVP, EVP? Voilà, comment on peut la construire, la comprendre, la partager, la communiquer ensuite. Donc je pense que c'est plein de notions super intéressantes qu'on avait envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Très bien. Et pour répondre justement à l'interrogation, on a déjà des réactions dans le chat et Sophie qui nous dit non, ils sont pas comme les autres. Ils connaissent leurs valeurs en temps et ils négocient en se basant sur ça. Elodie qui dit je dirais que chaque type de métier a ses propres attentes en vrai, pas que les techs. Armel qui nous dit ils sont différents, on sent que les candidats sont rois. on y reviendra après, de toute façon, sur la notion des attentes. Mamadou qui nous dit les candidats ont des attentes tellement différentes car chaque personne est unique. Et puis enfin, on a une dernière question, c'est Felicia qui t'interpelle, Nathalie. C'est cool que tu sois là parce que beaucoup de tech n'aiment pas les tests coding game, justement. Est-ce que tu veux répondre à ça maintenant ou tu voudrais y revenir plus tard, dis-moi? Comme vous voulez, je peux y répondre maintenant. Allez, comme ça, on n'oublie pas. Mais effectivement, il y a une réticence chez certains candidats. Voilà, de se voir proposer un test technique pendant le processus de recrutement. Généralement, c'est surtout quand c'est proposé en première étape. Et en fait, ce qu'on essaye, nous, là, un peu le discours qu'on a et le message qu'on essaye de faire passer auprès de nos clients, c'est que, en fait, il y a test technique, mais pas n'importe comment, pas n'importe quel test technique. Et c'est vraiment comment est-ce que vous allez construire un test qui est pertinent, qui a vraiment un rapport avec le boulot en question, qui est pas trop long, qui est assez engageant, qui a un format, voilà, on a des exercices gamifiés, des choses comme ça. Donc, c'est d'une part comment vous allez construire un test bien, entre guillemets, et aussi comment vous allez communiquer autour. Donc ça fait partie aussi finalement de l'EVP. C'est comment vous allez présenter ce test, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous cherchez à évaluer. Enfin, si vous pouvez être transparent sur tous ces points, déjà ça va lever un peu quelques réticences ou doutes sur voilà, pourquoi je perds mon temps entre guillemets à passer ce test. Voilà, parce qu'on cherche à évaluer telle compétence, parce que pour nous, c'est important de recruter en nous basant sur les compétences et non pas sur
d'autres informations voilà, qui peuvent introduire des biais dans les décisions de recrutement. Donc voilà, en gros, c'est un test, oui, mais pas n'importe comment, et puis l'accompagner d'un discours et d'une communication transparente. Ouais, c'est pas juste il y a le test en lui-même, il y a tout ce qui est fait autour, en fait, finalement, pour l'amener, le test. Le problème, c'est pas l'outil. Hein. Le problème, c'est pas l'outil en lui-même. Comme tout. Comme pour tout. Alors moi, je vais pas dire le problème, c'est les clients, parce que je vais pas me faire des amis. Mais effectivement, il y a... Voilà. Et il y a Stéphane qui dit... Ouais, il y a je pense que c'est comme pour tout finalement. En fait, c'est tout ce qui va autour aussi qui a de l'impact. Et Stéphane qui dit les attentes des développeurs, elles ont rien d'extraordinaire en fait. Il dit la différence, c'est le déséquilibre offre-demande du marché de l'emploi. Et justement, ça me permet de rebondir sur en intro, on avait envie de parler un peu des observations, notamment avant et post-Covid, sur quel impact ça a pu avoir sur le marché tech. Et toi, Benjamin, qui est justement sur le terrain, et est-ce que toi, tu as observé ces évolutions avant et après Covid? Ouais, en fait, il y a eu, c'est comme si le Covid a un peu accéléré les choses. C'est-à-dire que oui, on a des devs avant qui étaient peut-être déjà en télétravail, etc. Mais lorsque je dis le Covid a accéléré les choses, c'est que aujourd'hui les entreprises en fait ont dû s'adapter, ont dû en fait trouver des solutions pour pouvoir aujourd'hui attirer les candidats. Moi systématiquement, et Hélène pourra peut-être confirmer ça, systématiquement, moi les devs que je recrute ou je suis en process, ils me demandent toujours, on parle toujours du télétravail. Ça fait partie du quotidien en fait aujourd'hui du dev. Le dev, si je lui dis il n'y a pas de télétravail, c'est no go directement. Et aujourd'hui en fait les entreprises doivent s'adapter, doivent en fait s'améliorer notamment sur ce qu'ils peuvent proposer, et notamment avec le télétravail, c'est quelque chose auquel qui est un point important. Après, il y a des devs qui veulent du full remote. Nous, par exemple, chez les écoles parisiennes, on n'est pas en full remote. Nous, on propose 2 ou 3 jours de télétravail. Mais si on propose pas, en fait, ce service-là, bon, il y en a d'autres, mais si on propose pas cela, on part avec un gros désavantage. Parce que systématiquement, ça revient. Moi, dans tous les recrutements que j'ai faits, s'il n'y avait pas ce télétravail-là, je n'aurais pas recruté. Et c'est pour ça que quand je dis que le TT a changé, c'est parce que le Covid a changé les choses, parce que les entreprises ont dû s'adapter. Voilà, il faut que maintenant les personnes puissent être, les collaborateurs puissent être en télétravail. Donc voilà, trouver des solutions. Et aujourd'hui, à cause ou grâce au Covid, les entreprises sont restées beaucoup. Même s'il y en a comme ça revenant en arrière, mais beaucoup sont restés en fait ce principe-là avec du télétravail, parce qu'ils savent que pour attirer les meilleurs, il faut du télétravail, notamment pour les devs. Un dev qui n'a pas de télétravail, je sais pas, moi en tout cas dans tous les profils que j'ai recrutés ou actuellement que je recrute, moi il n'y en a pas un qui me dit ah il n'y a pas de télétravail, moi ça me dérange pas, il n'y a pas de souci, il n'y en a pas un. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, même dans le chat ou même Hélène, mais en tout cas moi là, c'est le ressenti que j'ai. Le télétravail a fait le Covid a accéléré les choses, et les entreprises aujourd'hui doivent absolument s'adapter. Et nous, par exemple, c'est ce qu'on fait. Même moi, quand j'étais chez Le Bon Coin, c'était la même chose. On s'est adapté, c'est-à-dire que les devs, voilà, pas que les devs, mais pour tout le monde, on avait mis en place ce côté-là, télétravail, et c'est un point vraiment capital, si je pourrais dire ça ainsi. Il y a Sophie qui dit dans le chat que effectivement elle constate, parce que dans son entreprise ils sont en 100% télétravail, et elle constate que c'est un vrai aimant en fait pour les candidats. Ça c'est clair. Mais ça rejoint peut-être le questionnement. Parce que moi j'ai l'impression que par exemple le sujet du télétravail c'est un sujet global. Enfin c'est pas que les techs. Je vois Hélène qui fait oui avec la tête. Oui, non, effectivement, c'est pas que tech. Bon, j'ai mis beaucoup l'accent sur eux, parce que effectivement, on parle d'eux. Toi, tu parles de ton quotidien, de ce que tu vois, ouais. C'est ça, ouais. Mais en tout cas, voilà, parce que moi, comme je fais uniquement que les techs, je fais pas de poste fonction support là chez les écoles parisiens. Et aujourd'hui, le télétravail s'est démocratisé. Effectivement, c'est pour tout le monde.
Mais pour parler des devs, un dev à qui tu ne proposes pas de télétravail, là j'en vois un sur le chat, j'ai vu un, il a dit que oui, moi dans ma boîte c'est 100% télé, 100% TT. Oui. Et moi j'ai même des gens qui me disent que moi je dis on a 2-3 jours de télétravail, 2-3 jours de télétravail. Il y en a qui me disent ah non, moi je veux du 100% full remote. Donc pour te dire qu'en fait l'importance que le télétravail a aujourd'hui, notamment chez les devs. Je pense que oui. Alors, enfin, moi, je vais lever le suspense aussi. Je fais partie des gens, et je l'ai dit très vite dans nos échanges, qui pensent que les devs n'ont pas des attentes particulières. Pour moi, les devs, c'est des candidats comme les autres. C'est simplement le marché du dev qui fait que c'est un peu différent et que leurs attentes sont peut-être plus entendues, plus écoutées, parce qu'on galère à recruter des devs, etc. Maintenant, il y a effectivement des choses qui vont revenir très, très régulièrement. Après, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a des boîtes qui vont peut-être imaginer que le télétravail, c'est le remède à tout. Proposer du télétravail, ça va tout régler. Mais c'est pas le cas, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que si ton projet, il est naze et que tu proposes du télétravail, ça suffira pas à attirer des gens. Oui, ça va être un argument, mais en réalité, c'est un ensemble de choses qui vont faire que si j'envoie un message d'approche à quelqu'un et que je lui parle pas du tout de la stack, du projet, de l'équipe, et que je lui balance juste « Salut, j'ai une super opportunité en télétravail », ah oui, sûr que je vais avoir des réponses, mais il va falloir derrière que j'assure, il va falloir qu'il y ait du fond. Le télétravail est un très bon argument, c'est vrai, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire on va pas attirer les devs juste en disant « Ah, ben on fait du télétravail ». Et après, autre point important, je pense que ça, c'est pas toujours clair non plus pour les recruteurs, pour les RH. Il y a une différence, c'est ce que tu disais, Benjamin, entre télétravail possible avec 2-3 jours par semaine, en mode hybride, et full remote. Attention à pas penser que tous les devs veulent du full remote, c'est pas vrai. Et je comprends aussi que toutes les entreprises n'en proposent pas. Et il y a quand même encore beaucoup de devs aujourd'hui qui sont tout à fait ouverts à avoir 2 ou 3 jours de télétravail, et c'est déjà très bien. Là où ça va être effectivement très très compliqué, c'est le 0 télétravail. Ça, pour moi, aujourd'hui dans le dev, c'est niette. Enfin, en tout cas, ça va être un énorme obstacle. Je rejoins ce qui a été dit. L'obstacle, il est là. C'est le 0 télétravail qui va être très compliqué. Mais proposer du télétravail, expliquer surtout comment c'est fait, les modalités, expliquer comment ça se passe. C'est 2 jours, c'est 3 jours, c'est des jours qui sont fixes. Le lundi est autorisé, le vendredi aussi. Il faut passer la période d'essai, ça concerne tout le monde, comment ça se passe. Les modalités, elles sont importantes. C'est pas juste de balancer dans une annonce ou dans les messages d'approche télétravail possible. Ça, c'est pas suffisant. C'est là aussi, c'est qu'on n'est pas assez précis dans les termes. C'est ça, je rejoins Hélène. En fait, c'est vrai qu'on est assez ambigu, en fait, les RH, cette partie-là. Il faut qu'on soit beaucoup plus clair que ça, en fait. Et en fait, c'est quelque chose que les devs nous reprochent. C'est-à-dire qu'on manque de clarté. Effectivement, on fait des messages d'approche, comme Hélène a pu dire, des messages d'approche. En fait, ça suffit pas de faire des messages d'approche. Si on fait des messages d'approche juste pour montrer et qu'au niveau des stats, au niveau de la data, voilà, si j'ai fait 10 messages d'approche, c'est pas ça, en fait, le plus important. Le plus important, c'est que dans ton message, c'est que tu puisses, le dev, lorsqu'il lit, il puisse se dire, ouais, ah ouais, ça m'intéresse, attends, je vais lui répondre. Et pour ça, en fait, il faut beaucoup plus de précision. De dire qu'il y a que du télétravail, et je vais dans le sens encore d'Hélène, et je vais même encore plus loin. En fait, je ne m'arrêtais pas que au télétravail pour dire que, en fait, c'est que ça, et puis c'est tout. Non. Mais bien évidemment, il y a la stack technique, le projet, le code, est-ce qu'on part de zéro ou pas, etc. Il y a énormément de choses. Et ça, c'est des petits détails, c'est des petits points que nous, les RH, n'ont pas ces informations-là. Et c'est ça qui manque. Et après, on s'étonne qu'aujourd'hui, les devs, ils en veulent beaucoup, entre guillemets, ou ils nous pointent beaucoup du doigt les recruteurs. Parce que, en fait, on a beaucoup de manques. Et nous, on pense que non, ouais, ok, mon télétravail, non. Et le télétravail, c'est un gros plus, mais après, qu'est-ce que tu rapportes d'autre? Est-ce que tu lui parles de la stack technique? Est-ce que tu lui parles du projet? Est-ce que tu parles de après, est-ce que tu parles du produit? Parce que c'est tout ça, en fait, qui intéresse, les devs. Et de que balancer un message, de dire que salut mon ami, tu sais qu'il y a du télétravail? Oui, c'est bien, mais en fait, mais encore, parce que là où je suis, moi, j'ai du télétravail. Et pour compléter ce que vous dites, il y a Jocelyne dans le chat, justement, ça rebondit sur ce que vous disiez, mais elle dit qu'en plus, le Covid
comme il a démocratisé le télétravail, il y a encore plus de concurrence parce que maintenant la concurrence elle est internationale. Donc effectivement, le télétravail c'est plus un argument suffisant en fait. Il y a tellement d'autres choses. Et alors moi, je suis hyper curieuse parce que Nathalie, je sais que chez Coderpad, vous avez fait une étude sur le sujet, notamment des attentes des candidats. Et moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en ressort du coup. Oui, oui, et je rebondis juste pour contextualiser. Et justement, on va parler par la suite, on va parler de EVP et la définition et comment, enfin voilà, en quoi ça consiste. Et justement, on verra bien que le télétravail, c'est un tout petit bout de tout ce qui constitue l'EVP en fait. Donc bon, on y reviendra, mais effectivement, je voulais partager quelques chiffres. Donc nous, donc chez Codarpad, chaque année, on mène une enquête auprès des développeurs, mais aussi des recruteurs et des managers. Et du coup, c'est une étude qui est donc annuelle et qui est internationale, mais c'est la France qui est le pays le plus représenté. Donc, je voulais préciser que c'est bien une étude internationale, donc voilà, à prendre avec quelques précautions. Voilà, mais la France est bien représentée en tout cas dans les chiffres. Et donc effectivement, comme tu disais Anaïs, on interroge les développeurs sur leurs attentes en matière d'emploi, sur leur quotidien au travail, sur l'évolution de leurs compétences, leurs enjeux métiers, etc. Et on interroge les recruteurs et les responsables sur leurs priorités, leur budget, leurs objectifs, leur processus de recrutement, etc. Et du coup, chaque année, il y a des sujets constants pour nous permettre de constater les évolutions et les tendances. Mais on introduit aussi de nouveaux focus. Donc cette année, par exemple, c'était l'intelligence artificielle, le management et les soft skills. Donc bon, je vous recommande cette étude si vous voulez aller la trouver sur notre site. Mais en tout cas, j'ai extrait quelques chiffres qui viennent alimenter cette discussion et soutenir finalement ce qu'on a déjà dit jusqu'à là. Donc, on a demandé aux développeurs ce qu'ils recherchaient en priorité dans un poste et ils citent le salaire, un bon équilibre pro-perso et la possibilité de travailler à distance. Donc, ça, c'est des priorités qui n'ont pas changé depuis plusieurs années maintenant. Enfin, à chaque fois qu'on repose cette question, c'est un podium qui est constant. Et du coup, la question, c'est, donc on va en parler par la suite de sites carrière, de communication autour de l'EVP, EVP, je sais jamais, de marque employeur, etc. Mais voilà, est-ce que vous allez rassurer les candidats ou du moins les informer en toute transparence, comme on disait pour le télétravail et voilà, avec précision sur ces éléments de recherche. Après, on a aussi posé la question, donc plus particulièrement sur le télétravail. Donc, comme on disait, il ne s'agit pas de généraliser et de dire que voilà, c'est 100% de télétravail ou alors vous n'allez jamais recruter de développeurs. C'est pas ça, mais on voit que quand même c'est une attente et une attente qui est de plus en plus chez de plus en plus de candidats développeurs, puisque là cette année c'était 31% des développeurs qui ont confirmé que c'était le critère le plus important pour eux, par rapport à 28% en 2023. Donc voilà, il y a vraiment cette évolution. Et je vais partager peut-être un dernier chiffre. On a posé la question sur ce qu'ils attendent une fois en poste, finalement sur la gestion de projets tech, le processus de développement, voilà, qu'est-ce qu'ils aiment retrouver dans leur travail et qu'est-ce qui leur pose difficulté. Et donc les 3 difficultés majeures rencontrées par les développeurs, encore une fois, c'est constant, ça n'a pas changé depuis 2020. Donc, c'est les changements de direction qui bouleversent leur roadmap et leur organisation. L'absence de vision claire globale d'entreprise et le manque de compétences techniques au sein de l'équipe nécessaires à la bonne implémentation des projets. Donc, ça, c'est des points de friction récurrents sur lesquels il faut rassurer les candidats dès le processus de recrutement. Et d'ailleurs, c'est les collaborateurs finalement qui vont le mieux en parler. Mais ça aussi, je pense qu'on y reviendra plus tard. Est-ce que Hélène ou Benjamin, ça vous surprend ou enfin ces retours donnés par Nathalie ou
Ça vous paraît cohérent par rapport à ce que vous voyez au quotidien? Pour moi, c'est cohérent. Après, je sais pas comment on va revenir sur les différents sujets, mais je pense vraiment que le télétravail, c'est un truc qui cristallise beaucoup l'attente parce que c'est ce qui est très visible. C'est très visible sur LinkedIn, c'est très visible même dans les messages d'approche, parce que si tu envoies quelque chose à quelqu'un et que tu parles pas du télétravail, il va te le dire. Télétravail possible, pas possible, etc. Donc, je pense qu'on cristallise beaucoup autour de ça. En réalité, c'est une cohérence. Et je pense qu'on va venir au sujet aussi qui est derrière, c'est la cohérence qui est derrière. Proposer du télétravail, mais l'organiser n'importe comment et juste mettre le mot télétravail pour se dire on va attirer des gens, ça n'a aucun sens. Mettre en avant d'autres avantages. Tu disais, Nathalie, quand même que ce qui était important, ça restait le salaire. Hein. On n'en parle pas, mais bien évidemment, les gens rigolent. Et ça, c'est une exigence, mais qui est la même pour tout le monde. Parlez-moi d'un candidat qui n'a pas envie de savoir, de gagner plus ou de savoir quel est le salaire pour le poste qu'on lui propose. Surtout quand on est sur une population de gens qui sont majoritairement des gens en poste, très sollicités, et qui vont avoir le choix. Donc, bien évidemment que, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est qu'on s'imagine que les devs vont avoir des attentes très particulières. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, ils ont des attentes qui sont relativement normales, sauf qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont il faut mettre quelques pincettes quand même par rapport à ça, parce que le marché n'est pas tout à fait pareil partout, il y a eu des ralentissements, etc. Mais globalement, ils ont le choix. Et c'est ça qui change la donne. C'est pas spécialement les attentes, c'est le fait que leurs attentes peuvent être écoutées par des boîtes qui vont se battre pour les recruter. Pour moi, c'est ça qui fait la différence. Ce qui va faire, encore une fois, le démarquer les entreprises, une entreprise d'une autre, c'est si la promesse est réelle. Parce que là, tu disais, il faut rassurer les candidats sur les trois douleurs une fois qu'ils sont en poste. Bah oui, mais le truc, c'est qu'il faut rassurer sur du tangible, sur du concret. Comment rassurer sur des changements de direction quand tu sais pas exactement ce qui va se passer? Comment rassurer sur une absence de vision claire? C'est là où, effectivement, je pense que les échanges avec des gens qui sont là depuis un moment, avec vraiment la vision technique, etc., est très importante. Et comment rassurer sur le manque de compétences techniques? Là encore, c'est un sujet où il faut pas mentir. Je pense que ce qui est en réalité, ce qui est surtout attendu par les candidats dans la tech, comme n'importe quel autre candidat, c'est de la transparence. C'est de la transparence, c'est de l'authenticité, c'est ne pas faire croire on est les meilleurs, tout va bien, c'est super chez nous, t'inquiète pas, c'est faux. C'est parle-moi de la réalité, quels vont être les obstacles que je vais rencontrer, de quoi il va être question au quotidien, où ça va être douloureux pour moi, comment tu vas m'accompagner, comment tu vas m'aider, parce que je m'attends pas à ce que ce soit le pays des bisounours. Les devs sont pas stupides, hein, ils attendent pas le truc de dingue. Personne n'attend ça, aucun candidat n'attend ça, et les devs non plus. Donc ça me surprend pas. Et en même temps, je pense que des fois, on se cristallise, on se focalise peut-être pas sur les bons sujets, et que la réalité, c'est plus un échange authentique, transparent. Et je pense que la vraie douleur, c'est que bien souvent, le recruteur n'est pas le bon interlocuteur pour faire ça. Et c'est une douleur pour moi de dire ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité, et je pense que c'est ça que les techs reprochent aujourd'hui. C'est que bien souvent, ils ont en face d'eux des interlocuteurs, soit qui n'ont pas l'information, soit qui ne comprennent pas l'information, soit les deux, et qui du coup n'arrivent pas à leur donner ce dont ils ont besoin. Je pense que c'est une des principales difficultés aujourd'hui dans le recrutement tech. Mais c'est vrai que il y a un mot que Hélène a dit, l'authenticité. Ça, c'est un point qui est très très important. Moi, si je peux donner une petite anecdote, on recrutait des développeurs Android. Mais en fait, à l'époque, il y a quelques temps, c'était géré par une agence et on a voulu gérer le projet maintenant en interne. Et moi, je disais systématiquement à tous les devs avec qui j'étais en process que le code, pour l'instant, je veux dire, le code n'est pas très propre, mais justement, on a besoin des gens qui sont prêts à lever les manches et à mettre les mains dans le cambouis, parce que pour faire en sorte que demain, que le produit puisse demain être de qualité. Et c'est des choses auxquelles, c'est des points importants, ça, pour les devs. Il a besoin de savoir que le produit, le code, etc., est-ce qu'il est propre ou il n'est pas propre, etc. Et malheureusement, comme disait Hélène, en fait, c'est vrai que limite parfois les recruteurs, on n'est pas les bonnes personnes. En fait, je pense on manque, on va pas, c'est pas qu'on va passer à la pêche aux infos, mais il faut qu'on creuse beaucoup plus, en fait, nous les recruteurs, quand on parle avec les opérationnels, et même directement avec, et moi, ce que je faisais, je parlais beaucoup avec un autre dev qui était déjà sur place, et je lui posais beaucoup de questions, en fait. Parle-moi sur le produit, qu'est-ce qui va pas, là où vous voulez aller, etc. Comme ça, c'est de la matière
pour demain, en fait, donner ces informations donner ces informations aux candidats. Et malheureusement, en fait, nous, les recruteurs, on est trop, si je pourrais dire ça ainsi, excusez-moi du terme, on est un peu trop terre à terre. Donc, et c'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui. On est trop terre à terre. Et les devs, ils ont besoin. En fait, on veut faire. En fait, on en fait une montagne. Comme si, en fait, les devs, on en fait trop une montagne. En fait, les devs, c'est des personnes qui sont simples, comme un comptable ou une autre personne, etc. Ils veulent juste avoir les bonnes informations. C'est comme un comptable. Un comptable, tu reçois un comptable, ben, il faut lui dire quel logiciel, parce que des logiciels, il y en a plein. C'est du 100, 1000, SAP. C'est quoi le projet? Actuellement, l'équipe, il y a plus personne, il y a 5 personnes. Ben, c'est pareil, en fait. Et pour un comptable, on est prêt à aller cette information-là, mais quand c'est pour les devs, ah mais non, c'est trop technique, c'est trop, etc. Il y a Charline qui vous rejoint dans le chat et qui dit que alors ça va vite, il y a des messages qui défilent, j'ai sauté le point, mais je le retrouve. Voilà, elle dit qu'elle-même elle est recruteuse interne et pas développeuse, mais qu'elle trouve que c'est beaucoup plus pertinent qu'un échange soit organisé avec un lead ou un manager opérationnel pour avoir toutes les infos tech. Et peut-être avant d'avancer sur le sujet de l'EVP ou de l'EVP, est-ce que Nathalie, tu aurais une précision à nous apporter? Myriam demandait, par rapport à ce que tu as cité dans le rapport, qu'est-ce qu'ils entendent par équilibre pro et perso? Tu sais, tu disais que c'était un des points cruciaux. Est-ce que tu as du détail? Est-ce que c'est de manière pratique ce qu'ils cherchent dans l'offre d'emploi? Alors attends, je relis la question là, je l'ai mal dit. De manière pratique, que cherche-t-il dans l'offre d'emploi sur ce sujet? Tu as une idée? Alors, c'est une très bonne question. Forcément, c'est toujours le défaut des enquêtes un peu à grande échelle comme ça, c'est qu'on est obligé d'avoir des réponses quantifiées alors qu'on aimerait avoir des réponses qualificatives. Mais oui, en tout cas, pour moi, un équilibre pro-perso, bon, le télétravail en fait partie. C'est vrai que ça a été cité comme réponse explicite, mais ça contribue effectivement potentiellement à un équilibre pro-perso. Je pense que c'est aussi de savoir, est-ce qu'il y a une flexibilité au niveau des horaires, est-ce que quelles sont les politiques en termes de parentalité aussi pour ceux qui sont parents, quels sont je sais pas, qu'est-ce qui est en place pour les déplacements, pour diminuer les temps de trajet. Enfin, je dis un peu, voilà, c'est des choses qui me viennent en tête. Je pense que Hélène, tu as l'air d'avoir des idées. Ouais, en tout cas, c'est tout ce qui est en place qui peut contribuer à ce qu'ils trouvent cet équilibre. En plus de tout ce que nous dit aussi congé mat, Pat. En plus de tout ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord. Et ça, c'est pour le coup pas spécialement lié. Quand on parle d'équilibre pro-perso, c'est pas spécialement lié à la tech en elle-même. Moi, je pense qu'il y a un sujet sur lequel les devs attendent beaucoup les entreprises. C'est le sujet de la veille et de la formation. Parce que on va attendre des devs que ce soit des passionnés qui fassent du code le week-end, machin. Et moi, je vois aujourd'hui, et c'est le cas chez certains de mes clients, et je le vois pas mal sur LinkedIn aussi quand je regarde un peu ce qui se passe, je vois aussi des devs qui vont dire, ce qui peut faire la différence pour moi dans mon équilibre pro-perso, c'est aussi qu'on compte mes temps de veille, de formation sur mon temps de travail. Et que mon employeur puisse, par exemple, dédier une demi-journée ou une journée à ma formation, peut-être par mois ou par semaine, après à définir. Mais ça, par exemple, ça peut être un élément dont on peut parler dans une annonce et mettre en avant si c'est le cas. Évidemment, il ne faut pas l'inventer. Mais ça peut être un élément typique vraiment concernant les devs sur cette histoire d'équilibre pro et perso. Parce que le reste, c'est les mêmes attentes que pour les autres candidats sur les politiques gérées sur la parentalité, les horaires flexibles, le télétravail, les attentes qui sont autour. Pour moi, ça concerne tout le monde. Mais sur de la tech, pour le coup, ça, c'est un sujet, je pense, qui peut être intéressant. Tout à fait. Et alors, le sujet crucial de l'EVP, comment communiquer avant même de faire ce focus. Nathalie, peut-être est-ce que tu pourrais nous clarifier ce que c'est que l'EVP, parce que c'est un mot un peu tendance, on l'entend pas mal depuis quelques temps, mais finalement de quoi on parle? Pour clarifier un peu ce que c'est que l'EVP, je te laisse nous apporter tes lumières. Oui, alors, et juste pour la petite anecdote, dans ma préparation pour aujourd'hui, je suis retombée sur un article LinkedIn que j'avais publié au sujet de l'EVP en 2017, lorsque je travaillais pour une agence spécialisée en marketing RH. Et voilà, du coup, j'ai trouvé ça drôle. Donc, je me suis dit, de toute évidence, la notion de EVP n'est pas nouvelle, mais c'est bien un enjeu
actuel et majeur pour les entreprises aujourd'hui. Et donc, c'est quoi? EVP, donc c'est Employer Value Proposition ou Employee Value Proposition, c'est la même chose. C'est-à-dire la proposition de valeur employeur. Donc, c'est un concept dérivé effectivement du marketing et très simplement, c'est une manière de répondre à plusieurs questions globales sur qu'avez-vous à offrir en tant qu'employeur? Pourquoi un candidat ou une candidate voudrait-il ou elle venir travailler au sein de votre organisation? Qu'est-ce qui vous différencie en tant qu'employeur? Et si vous voulez aller encore plus loin, parce qu'ici on parle notamment de recrutement tech, vous pouvez le décliner aussi par département. Donc autrement dit, pourquoi est-ce qu'un développeur voudrait-il venir travailler au sein de votre équipe tech? Mais dans tous les cas, que ce soit globalement ou sur une verticale telle que voilà la tech, il y a plusieurs pistes de réflexion qui vont vous permettre de répondre à ces questions. Donc, vous allez pouvoir vous creuser la tête sur la rémunération. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, mais effectivement, c'est encore un sujet clé et je pense que ça le sera toujours. Sur la culture, la vision, la mission de l'entreprise, sur les possibilités d'évolution et de développement des compétences en interne. Donc, on en a également parlé. Sur l'environnement de travail, donc ce qui comprend autant les outils, les processus internes que les conditions physiques, par exemple, et les autres avantages et bénéfices. Donc, je précise que ici, il va falloir aller chercher au-delà de tout ce qui est obligation légale. Donc, une mutuelle d'entreprise ou la prise en charge à 50% des abonnements de transport, c'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Ça vous différencie pas, en tout cas. Par contre, si vous avez décidé de rallonger les congés maternité ou paternité, ou si vous offrez des vélos de fonction, oui, ça existe. Là, du coup, ça vaut le coup d'en parler dans le cadre de votre EVP. Et du coup, j'ai beaucoup parlé d'un coup. Mais je pense que... peut-être qu'on peut récapituler en fait, Nathalie, l'EVP. Tu vas me dire si j'arrive bien à condenser le truc. Mais en gros, l'EVP, c'est tout ce qu'un employeur va offrir à ses salariés en contrepartie de leur travail. Et donc, ça comprend pas que la rémunération, mais aussi un plan de développement de carrière, un environnement de travail, les avantages, etc. Et si on le couple à la culture d'entreprise, donc tout ce qui est les valeurs, la vision, les rituels de l'entreprise, son organisation, son management et tout ça, en fait, tout ce socle-là global, en fait, c'est la base d'une marque employeur, parce que c'est ça aussi qui est intéressant de faire comme parallèle, c'est parce qu'on a tendance peut-être à confondre les choses. On entend parler marque employeur, on entend parler culture d'entreprise, on entend parler EVP, mais en fait, c'est des concepts différents, mais qui sont liés. Et finalement, la marque employeur, c'est tout ce que je vais mettre en œuvre pour communiquer à la fois à l'interne et à l'externe, et mettre en lumière à la fois mon EVP et ma culture. Voilà. Si je résume un peu, j'espère que c'est clair pour tout le monde et pour vous-même, est-ce que ça l'est? Benjamin, Hélène, Nathalie. Exactement. Et je crois qu'il y a une question justement. Comment se différencie de la... c'est pas de la marque employeur, j'imagine. Mais oui, justement, c'est ça la différence. Ça va nourrir, voilà, exactement comme tu disais, la marque employeur, finalement, c'est comment on va communiquer ça en interne et en externe. Et c'est l'EVP qui va nourrir finalement toutes nos actions de communication. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et parenthèse, la marque employeur, c'est pas juste de la com, c'est pas juste se dire on va aller communiquer sur les réseaux sociaux pour attirer des gens. Non, il y a une vraie réflexion en amont sur ok, c'est quoi notre proposition de valeur en tant qu'employeur, c'est quoi notre culture d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre EVP d'ailleurs, et derrière comment on communique sur ça. Et ça, c'est là on passe du côté de la marque employeur, pour résumer un peu. Et du coup, peut-être qu'on peut y venir justement sur comment, sur le sujet de l'EVP, comment une entreprise aujourd'hui elle peut se différencier en termes d'EVP sur le secteur de la tech en l'occurrence. Je sais pas, Hélène, Benjamin, si vous avez des idées, des exemples, peut-être des choses que vous avez vues vous auprès de soit toi Benjamin en entreprise, soit toi Hélène par rapport à des clients que tu croises. Benjamin, vas-y. Moi, de ce que, en échangeant parfois avec les devs en interne,
ce qui est un bon point pour eux, c'est aussi avoir du bon matos, du bon matériel, travailler dans des bonnes conditions. C'est assez bon. Peut-être vous vous dites, bah ouais, c'est plutôt basique bateau. En fait, oui et non. Comme je vous dis, voilà, moi je suis au quotidien avec les devs, j'échange beaucoup avec eux, et je me rappelle dernièrement, il y en a un, il me disait, c'est très important on travaille dans des bonnes conditions, que ce soit physiquement dans les bureaux, mais aussi en ayant des outils qui sont de bonne qualité. Parce que le problème, c'est que si c'est bien, on m'a parlé du code, on m'a parlé de OK, le salaire, etc. Mais si les outils sont pourris, parce que moi, je sais que dernièrement, encore une fois, il y en a beaucoup qui me disaient à moi, tout ce qui est Teams, moi, ne me parle jamais sur Teams. Moi, si tu me parles, c'est Slack. Et moi, je sais, j'ai déjà été dans des boîtes où il n'y a pas de Slack, il n'y a pas de tout ça, en fait. Il y a pas tout ça, en fait. Et dernièrement, il y en a, il me disait, ah non, moi, m'envoie jamais Teams. Moi, je réponds jamais. Moi, si tu me parles, parle-moi directement sur Slack. Ça m'a fait rire, mais en fait, il me dit, ah, non, mais je préfère Slack. On est tous habitués et puis, on travaille tous comme ça. Et donc, voilà, c'est des petites choses qui sont importants et que je le vois aussi, voilà, que je le vois au quotidien. Donc avoir travailler avec des bons matos, et notamment moi tous les devs que je recrute là ces derniers temps actuellement, parce que chez nous ils ont le choix, je pense peut-être pour beaucoup, mais chez nous en tout cas ils ont le choix sur le matos, donc soit Mac ou soit Windows. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, je n'ose même plus leur demander, une fois qu'on a embauché, tu veux travailler sur quel outil, tu veux utiliser quel matos, je n'ose même plus leur demander, parce qu'à chaque fois, on me dit oui, non, c'est que du Mac. Donc voilà, avoir des bons outils et travailler dans un endroit qui est un endroit qui est bien, parce que pourquoi je dis ça? C'est un point important, mais le dev, lorsque j'ai échangé avec lui, il me disait, bah, le problème, c'est que, en fait, on est tous en open space, mais si on est tous entassés, on est tous là, on est tous ensemble. Oui, être tous ensemble, mais en fait, pour dire que si, voilà, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Ça, c'est très frustrant aussi. Tu viens et il n'y a pas de place, en fait, pour s'asseoir. En fait, donc, c'est-à-dire, j'ai fait du trajet pour venir, pour qu'il derrière, il n'y a plus de place. Et ça, c'est quelque chose ça arrive vraiment, ça? Bien sûr. Oui. Ok. Beaucoup plus souvent que tu imagines. Ah ouais, dingue. Ouais. Et donc, ça, c'est un point aussi ça fait partie des points qui sont importants, entre autres. Alors, je rejoins ce que tu viens de dire, Benjamin, sur le côté matériel, confort, et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait sur le télétravail tout à l'heure. Il ne s'agit pas de dire juste on propose du télétravail, mais est-ce que l'entreprise a pensé à ça? Est-ce qu'elle accompagne aussi ses salariés, et notamment ses devs, qui vont quand même passer beaucoup de temps derrière un écran? Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, pour des casques anti-bruit, pour des fauteuils? D'accord. Je vous jure que ça a changé ma vie, et pourtant je suis pas dev, hein. Mais avoir effectivement une installation, un matériel qui va être important, essayer de voir comment les gens fonctionnent aussi, ne serait-ce qu'en termes effectivement d'outils du quotidien, les messageries, etc. Mais ça va être aussi être capable un petit peu de parler de l'organisation, comment ça se passe en interne. Est-ce qu'on est capable il y a un exemple que je donne souvent, je vois souvent des recruteurs dans les offres d'emploi ou dans les messages d'approche qui vont écrire on travaille avec la méthode agile. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Parce que, juste pour expliquer très rapidement pourquoi la méthode agile n'existe pas, d'accord? Dire la méthode agile, ça n'a pas de sens. Et c'est des petits signaux comme ça, quand on dit qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'on peut faire pour se différencier. Alors, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, je m'en fiche de comment vous vous formez tant que vous vous formez. On parlait d'être crédible tout à l'heure. Je pense que ce qui est important quand on veut aussi transmettre correctement ce qui se passe dans l'entreprise, c'est parler le même vocabulaire. Et du coup, avoir un petit vernis technique pour expliquer ce qu'on fait, les projets, l'équipe, la stack, etc. Et être un peu à l'aise sur ça quand un dev me pose la question et pas juste dire « Ah bah tu verras ça avec mon collègue ». Oui, bien sûr que c'est important. On n'est pas des devs et on n'est pas... c'est pas ce qu'attendent les techs. Ils attendent pas ça de nous. Ils sont pas en train de dire les recruteurs doivent devenir des devs, etc. Ça n'aurait pas de sens. Sinon, les comptables recrutent des comptables et puis c'est terminé et voilà. Mais il y a quand même une différence entre ne rien comprendre du tout et dire bah de toute façon c'est pas mon job, je suis pas tech, et le fait de se familiariser un petit peu, de poser des questions, de lire sur le sujet, de regarder des ressources qui sont très bien faites sur le sujet, qui sont hyper vulgarisées et où on peut quand même se familiariser avec ça, et qui va permettre pour le coup de donner des infos qui vont intéresser les techs parce qu'on va leur montrer aussi de l'intérêt. On va leur montrer que dans notre entreprise,
J'adore les boîtes qui vont dire on est des experts, surtout les ESN, c'est mon kiff. Les ESN qui vont dire on est des experts sur le sujet, on est spécialisé dans l'IT, et puis l'équipe recrutement est complètement à la ramasse et ils ont 0 culture technique. Mais elle est où la crédibilité? Elle est où la légitimité ici? Comment tu fais quand tu es une boîte de la tech, que tu dis que tu es expert sur le sujet, que tu accompagnes les clients, gna gna gna, que tu veux recruter les meilleurs et que ton équipe recrutement, elle parle pas un mot de l'écosystème tech? Ouais. Mais au secours, le décalage, il est juste énorme. Et on ne demande pas des efforts surdimensionnés. Encore une fois, on ne demande pas, c'est pas le but de dire les recruteurs IT doivent apprendre à coder, c'est pas ça. Mais c'est juste de parler un peu le même langage. Donc déjà, pour moi, un des moyens de se différencier et de montrer à un tech qu'on comprend ce qu'il fait, qu'on est sérieux et qu'on est sur quelque chose de, enfin voilà, dans un rapport authentique et qu'il n'y a pas de notion de hiérarchie ou de je m'en fiche de ce que tu fais, je comprends rien, c'est mon collègue qui s'en occupera. C'est quand même de faire ce petit effort-là. Faire ce petit effort-là par soi-même, avec ses collègues, avec une formation, avec des vidéos. Je vous donne un petit truc qui est très bien. Cookie Connecté sur YouTube, c'est une chaîne géniale, hyper bien pour comprendre la tech. Ils vulgarisent vraiment très très bien. C'est des capsules assez courtes et franchement, ça demande pas un très gros effort. Et si ça aide Cookie Connecté. Ouais, Cookie Connecté. Top chaîne. Trop bien. On dira, qui n'est pas une chaîne de cuisine. Hein. Absolument pas. Rien à voir. Trop bien. Merci pour la ressource. Et alors, dans le chat, on a des personnes qui apportent des idées complémentaires. Il y a Stéphane qui dit que lui, personnellement, ce à quoi il est attentif, c'est déjà la gestion de projet. Alors, je sais jamais si on dit Kanban, Kanban, la vision Kanban, je sais plus comment on dit. Tout le monde le dit différemment, te prends pas la tête. Bon, voilà, c'est pas grave. La culture de la messagerie, est-ce que tu dois répondre en 1 minute, sinon la personne va te harceler? Et la liberté d'utiliser du matériel au choix, Windows, Linux, Mac. Et puis on a un autre exemple, alors attendez, je récupère le message. Sophie qui dit que chez eux, ils participent financièrement aux équipements mobiliers, chaises, bureaux assis debout, qui appartiennent aux collaborateurs quand ils quittent l'entreprise. Ça, c'est bon à savoir. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de devoir rendre du matériel. Ça m'est déjà arrivé, ça. Donc, ils achètent écouteurs, double écran. Enfin, voilà, ils veillent à fournir tous les outils. Est-ce que Nathalie, tu veux compléter sur la partie communication autour de l'EVP, comment se rendre visible? Est-ce que toi-même, tu as des idées à partager sur ce sujet? Oui, j'ai justement partagé dans le chat, je trouve que Spendesk, donc je crois que c'était Lucie Fieves, je crois, qui avait construit ça. On en avait un petit peu parlé à l'époque. Je crois qu'elle a récemment changé de poste, changé de boîte, mais en tout cas, elle avait construit quelque chose qui était vraiment super bien fait, justement sur la verticale tech. Pour mettre en avant la stack technique, des exemples de projets, le processus de recrutement étape par étape. C'est vraiment plein d'informations qui sont très bons à partager, une information bonne à partager. Et du coup, oui, que ce soit sur votre site carrière ou dans vos offres d'emploi ou dans les conversations, dans les entretiens, etc., c'est tous ces canaux que vous pouvez, je cherche le mot en français, leverage, que vous pouvez utiliser, on va dire, pour comment déployer, mobiliser, utiliser, voilà, parfait, pour faire passer ce message et communiquer votre EVP. Et d'ailleurs, je dirais que Welcome to the Jungle, c'est, si vous n'avez pas de site carrière ou même en complément, c'est aussi un très bon canal pour communiquer ce genre de choses. Vous pouvez même faire un onglet, vous pouvez choisir de mettre une équipe en avant. Donc nous, chez Coderpad, par exemple, on a un onglet tech, donc qui met vraiment en avant l'équipe tech. Et on partage concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, Hélène, tu parlais d'organisation. On dit à quelle fréquence il y a des rétrospectives au sein de l'équipe tech, à quelle fréquence on fait des hackathons internes. En fait, c'est tout ce que vous allez pouvoir communiquer pour que le candidat puisse se projeter. C'est vraiment tout ça. Et je dirais, en dehors de tout ce qui est communication, et finalement, ça rentre un petit peu aussi dans tout ce qui est marque employeur, je dirais qu'en interne, formaliser votre EVP,
Moi, je suis une grande fan de la documentation, la formalisation, certainement parce que mon boulot, finalement, c'est la création de contenu, donc logique. Mais en tout cas, de mettre votre EVP noir sur blanc, c'est le meilleur moyen de pouvoir le partager, le faire durer, mais aussi de le faire évoluer parce que c'est quelque chose que vous pouvez revisiter facilement. Remettre en question, mettre à jour. Donc voilà, c'est vraiment une base concrète. Donc ça, voilà, ne pas oublier de le mettre noir sur blanc. Et je dirais aussi, on a parlé du processus de recrutement. Généralement, vous avez déjà cartographié le parcours candidat, votre processus de recrutement. Bah, c'est se reposer la question de est-ce que notre EVP il transparaît? À quel moment et où est-ce qu'on peut apporter des ajustements pour que ce soit bien clair, que le message passe bien. Donc, je dirais par exemple, est-ce que vous mettez bien en avant les avantages et les bénéfices dans vos offres? Est-ce que vos managers, par exemple vos managers IT, est-ce que ils sont équipés et outillés pour parler des possibilités d'évolution ou de formation? Voilà, est-ce que vous pouvez les accompagner ou les soutenir? Je pense que c'est quelques exemples un peu en vrac, mais voilà. Et sur la partie communication, moi, je mettrais aussi également l'accent sur l'importance d'impliquer les collaborateurs dans la com, parce qu'aujourd'hui, on le sait, on a plein d'études qui nous disent que la plupart des candidats, ils sont beaucoup plus convaincus par du contenu qui soit met en avant les coulisses et les personnes qui sont dans l'entreprise, voire même par du contenu qui est diffusé par les collaborateurs eux-mêmes. Donc bon, ça ferait presque l'objet d'un autre webinaire, mais sur le volet communication, ça c'est super important, se communiquer sur l'EVP, communiquer sur tout ce que propose l'entreprise, c'est bien, mais impliquer aussi l'interne dans la stratégie de communication, c'est encore mieux, parce que là, on parle vraiment du coup le même langage que les candidats en impliquant les collaborateurs de la boîte finalement. Donc, et l'importance de... C'est la notion de confiance, en fait, je pense. C'est la notion de confiance, et comme en plus, il y a beaucoup de défiance entre les candidats de la tech et les RH, les recruteurs, c'est aussi nous faire en sorte d'amener les preuves qu'on peut apporter, et puis ces preuves, qu'elles soient incarnées par des personnes en qui les candidats, et en l'occurrence ici les devs, peuvent avoir confiance et dire, OK, si lui me dit ça, ben c'est probablement la réalité. En plus, il utilise le même langage que moi, etc. Par contre, juste une petite parenthèse, parce que je ne sais pas exactement que font les gens qui sont dans le chat, dans quel type de structure ils recrutent. Mais il y a quand même des entreprises dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile de faire ce qu'on est en train de dire, c'est les ESN. Et je veux pas oublier les gens qui travaillent en ESN, parce que c'est un petit mot pour les ESN, tiens. Peut-être en guise de mot de la fin, ce sera le petit mot de la fin pour les ESN qui peuvent peut-être se sentir lésés. C'est la même chose quand on fait du recrutement en cabinet, hein. On n'a pas, enfin, tu vois, quand tu recrutes pour une entreprise, t'as pas la main sur ces sujets-là. L'EVP, elle est propre à ton client. Enfin, tu peux pas vraiment intervenir sur ça. C'est compliqué de capter l'EVP de la boîte pour qui tu recrutes. Quand tu es un peu dans cette posture intermédiaire, c'est toujours un peu compliqué. Alors, pour moi, le CAB est encore un peu particulier, parce que même si tu n'as pas la main sur l'EVP de ton client, en creusant bien et en essayant un maximum de récupérer de l'information, tu peux quand même. La particularité de l'ESN, c'est que tu as quelqu'un qui va faire partie d'une entité ESN qui a sa propre EVP, mais de consultants qui vont aller travailler en mission, pendant des durées plus ou moins variables, et de gens qui vont finalement parfois avoir plus l'impression de faire partie de l'équipe du client que de l'ESN en elle-même. Donc c'est très compliqué, parce que toi, en tant que recruteur, déjà tu connais pas toutes les infos du client, parce que souvent tu ne l'as pas vu, le client, c'est le commercial qui a récupéré les infos. Oui, parce que Stéphane, c'est ce qu'il ajoute dans le chat. Il dit on connaît pas forcément le client chez qui le candidat va aller. Bien sûr. Donc il y a une difficulté supplémentaire. Moi, les deux conseils que je donne pour les gens qui bossent en ESN. Le premier conseil, c'est, s'il vous plaît, travaillez votre vernis technique. S'il vous plaît. Vraiment. Ça, c'est un point important. Et entre la multitude de ESN qui existent aujourd'hui, les ESN qui vont faire l'effort de former leurs équipes recrutement sur ça, elles ont déjà un petit temps d'avance. Le deuxième point, c'est faites pas semblant
d'être un truc super, d'avoir des missions incroyables, etc. Déjà, quand vous comprenez pas, quand vous savez pas, dites-le. Dites-le dans les messages d'approche. Dites-le dans les annonces que c'est pas parfait, etc. Expliquez ce que vous faites. Expliquez que c'est du recrutement sur profil. En fait, pour moi, quand on est en ESN, ce qui va faire la différence, c'est la transparence. Parce que les ESN sont tellement accusés d'être des requins, des menteurs, etc., que tout ce qu'on peut mettre en avant simplement, de manière simple, transparente, rien que ça fait la différence. Juste ça. Donc, miser sur la simplicité. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou. La simplicité dans l'ESN, ça rassure. C'est rassurer les gens. Leur dire qu'on n'est pas là juste pour vous entuber, en fait. Il n'y a pas de loup caché, il n'y a pas de truc... on ne veut pas vous la faire à l'envers. Si déjà vous faites ça, bah, vous vous différenciez déjà de la plupart des ESN sur le marché. Et j'ai rien contre les ESN, hein. J'ai travaillé longtemps. Tout va bien. Je pense que on peut même généraliser, que ce soit les ESN ou en interne ou en agence. En fait, c'est un peu ne pas tomber dans le piège de vouloir attirer le plus de candidats à tout prix. Ça va pas vous servir finalement. Je crois que c'est Nicolas Galita qui disait il faut dégoûter vos candidats en fait. C'est-à-dire qu'il faut communiquer en toute transparence sur les obstacles. Quitte à les repousser. Quitte à les repousser, parce que si vous les repoussez, c'est que c'était pas un poste qui est fait pour eux, c'est qu'ils allaient pas s'y retrouver et que vous alliez pas atteindre vos objectifs non plus. Donc ouais, je suis d'accord sur la transparence. C'est vrai. Benjamin, tu veux ajouter quelque chose? Oui, effectivement, et c'est ce qui manque en fait, malheureusement. C'est ce côté-là, cette transparence, cette authenticité. Et on devrait vraiment absolument travailler sur ça, et aussi rejoindre aussi Hélène ce qu'elle a dit, dans le sens de se former. Moi, je me rappelle quand j'ai fait une formation, je me suis rendu compte en fait, franchement, j'étais à des années-lumière. Et se former, on dit ouais, ça prend du temps. C'est vrai que c'était intense, mais je suis ressorti avec beaucoup de choses. Et faut pas négliger cette partie-là. Donc, message aux entreprises, il faut faites en sorte que vos recruteurs puissent se former. Et derrière, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Très bien. Je pense que c'est un bon mot pour conclure. On est arrivé au bout de ce webinaire. Est-ce que Nathalie, alors j'ai vu que tu avais partagé plein de ressources dans le chat. Il y a du podcast avec Arnaud Douane sur les VP. Il y a Stéphane qui rajoute aussi les ESN transparentes qui ont une belle VP. Par exemple, il y a Shodo. Il y a Edwin Tech aussi. Je sais pas si ça vous parle. Moi, Shodo, je connais. Voilà. On peut aussi s'inspirer comme ça en voyant un peu ce que font les autres. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure, Nathalie, avant qu'on termine ce webinaire, avant qu'on se quitte? Oui, je vais en 3 minutes. Je vais rebondir justement sur le podcast que j'ai partagé. Je l'ai partagé là parce que je voulais être sûre de pouvoir le partager avant la fin. Je trouve que c'est passé très vite, cette discussion. Oui. Du coup, oui, j'ai récemment écouté ce podcast donc de Nicolas Passetti qui reçoit Arnaud Douane pour parler de l'EVP, et c'est hyper intéressant. Je vous le conseille. Mais j'ai eu un moment où j'ai été un peu surprise d'entendre Arnaud dire que le chantier de l'EVP, c'est long et c'est compliqué. Et sur le coup, je me suis dit, mais mince, oui, bien sûr que c'est un enjeu stratégique, un enjeu majeur, c'est structurant pour une organisation, mais je me suis dit, voilà comment décourager les gens. Sauf qu'après, bien sûr, il enchaîne pour dire que justement, on peut pas s'attaquer à tout en même temps et qu'on peut appliquer une politique. Il dit voilà, une politique de petits pas. Et il parle justement de comment savoir par quoi démarrer. Et du coup, pour moi, c'est ça le mot de la fin. Je voudrais insister sur le fait que petit par petit, c'est mieux que pas du tout. Et donc, vous n'êtes pas seul. Je pense aujourd'hui, il y a plein de ressources disponibles. Je pense qu'on n'a jamais été aussi bien outillés, informés, accompagnés sur ces sujets-là. Et voilà, je pense qu'il faut se rappeler que le mieux est l'ennemi du bien. Moi-même, je suis très, très coupable de ça. Mais voilà, bref, mon mot de la fin, c'est ça, c'est lancez-vous, petit pas par petit pas. C'est beau. C'est beau. Et puis, il y a Elodie dans le chat qui dit qu'elle connaît une super formatrice de recruteur IT qui s'appelle Hélène. Je vois pas qui c'est celle-là. Je vois pas qui c'est cette Hélène. Personne ne voit. Personne ne voit. Bon, en tout cas, moi, il me reste à vous remercier tous les trois pour ce webinaire hyper riche. Franchement, c'est passé très, très vite. J'espère, au vu des messages dans le chat, j'ai l'impression que
voilà, que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelques éclairages. Et vous avez nos noms, nos contacts, si jamais vous voulez revenir vers nous post-webinaire, avec plaisir. Nous, on se retrouve bientôt parce qu'on a quand même pas mal de rendez-vous là sur le mois de juin avec Culture RH. On aura un prochain webinaire le 6 juin. Pour parler compétences et IA, le sujet tendance l'IA, mais voilà, on le verra sous l'aspect compétences. Voilà. Je vous en dis pas plus. Rejoignez-nous le 6 juin si ce sujet vous intrigue. Moi, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Alors moi, je vous parle marque employeur plus qu'EVP, mais voilà, je vous parle plus comme RH, marque employeur, création de contenu, mais j'adore vous lire. N'hésitez pas à venir me contacter aussi. Et puis voilà, merci à vous trois, merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Hélène, c'était un plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Salut, merci. merci. À bientôt. Ciao.